Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau podcast qui est en direct et en public devant une salle absolument comble à l'école alsacienne, au théâtre Pierre Lamy, l'école alsacienne que je remercie une nouvelle fois de nous recevoir avec une grande hospitalité. D'abord, quelques petites nouvelles de notre petite entreprise. Donc Radio France, comme vous le savez, je crois qu'avait vu la justice rejeter sa prétention à nous interdire d'utiliser l'appellation Nouvel Esprit Public et à confisquer à son profit les sommes collectées sur Ulule. Radio France a fait appel de cette décision. Toutefois, elle ne maintient pas ses prétentions sur notre financement. C'est trop de bonté. Par ailleurs, elle multiplie les pressions sur les intervenants actuels, anciens ou potentiels. L'un se voit désinvité d'une émission à laquelle il participait chaque semaine, tandis qu'on lui signifie qu'il a fait, je cite, le mauvais choix. L'autre est informé par son directeur que sa participation à notre podcast mettrait un terme au partenariat entre France Culture et son journal. J'en passe, ou j'en garde pour la prochaine émission, et des moins reluisants. Par ailleurs, certains de nos auditeurs manquent de familiarité avec l'univers des podcasts et se demandent non pas comment nous écouter, mais comment s'abonner, afin que chaque semaine, l'enregistrement de notre conversation arrive automatiquement sur leur smartphone. Ils trouveront tout ce qu'ils doivent savoir en se rendant sur notre site lenouvelespritpublic sans séparation.fr, site qui dira aussi aux retardataires du financement participatif comment faire pour nous soutenir matériellement. Ne perdez pas de vue que nombre de ceux qui ont apprécié nos conversations hebdomadaires par voie hertzienne ne savent pas qu'elles ont repris sur la toile et en podcast, et donc n'hésitez pas à faire tourner l'information et le lien avec notre site. Les vacances approchent, avec elles nos émissions thématiques. La première, le 24 décembre et la semaine qui suivra, sera consacrée au Brexit vu de Grande-Bretagne, avec comme invité Alex Taylor. La deuxième sera consacrée aux nouvelles offres de presse avec Laurent Beccaria, le cofondateur de Hebdo, qui paraîtra le 12 janvier, Julie Amaïd, créatrice d'un bimestriel, Koi, destiné aux personnes originaires d'Asie et à celles que ce continent intéresse, que ce soit à travers son cinéma, sa gastronomie, sa culture, etc. Et le numéro 3 paraîtra le 6 janvier, avec Julien Neuville, qui sous le pavillon de Nouvelles Écoutes produit non seulement ce podcast, mais plusieurs autres, l'un sur le football, l'autre sur la cuisine, ainsi qu'un podcast d'entretien avec des femmes qualifiées d'inspirantes, et un autre avec des seniors que je qualifierais d'inspirés, vu que je me rapproche davantage de leur âge que je n'ai de chance de changer de sexe. Enfin, Jacques Transo sera le quatrième des invités. Il est le cofondateur du site Médiacité, qui met en ligne des enquêtes particulièrement intéressantes et fouillées sur Lille, Nantes, Lyon et Toulouse, en attendant d'autres métropoles. Enfin, nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, comme vous le savez. Le 1 publie cette semaine un numéro consacré aux mendiants et intitulé « Tapas 100 balles ». On y trouvera un témoignage éloquent de Sophie Gherardi sur une façon fort administrative de condamner un citoyen européen à mendier son pain, ou si bien qu'une typologie des façons de mendier due au sociologue Julien Damon. Pour notre part, nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée, et nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, et Lionel Zinsou, président de Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser au voyage du président de la République en Afrique, puisqu'Emmanuel Macron a effectué cette semaine son premier voyage d'envergure sur ce continent. Du 27 au 30 novembre, il s'est rendu au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. En entamant cette tournée par une escale au Burkina Faso, le président de la République a entendu se poser en soutien des pays membres du G5 Sahel. Cet ensemble de pays qui réunit la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad doit faire face à la menace du terrorisme islamiste contre lequel la France est engagée dans la région. Le Burkina connaît également une période de transition après le coup d'État de 2015. Dans ses interventions, Emmanuel Macron a d'abord fait le choix de l'humilité face à la complexité et
à la diversité du continent. Comme tous ses prédécesseurs, il a promis la fin de la France-Afrique et une relation nouvelle fondée sur une coopération économique, militaire, universitaire et culturelle renforcée. Tout en évoquant les crimes de la colonisation, il n'a pas hésité à rappeler les Africains à leurs responsabilités sur des sujets comme les droits de l'homme et les migrations. Une initiative commune a été proposée avec le G5 Sahel pour frapper les organisations criminelles qui organisent en Libye des trafics d'êtres humains. Emmanuel Macron a fait le choix de placer son voyage sous le signe de la jeunesse, insistant sur le fait que 70% de la population africaine a aujourd'hui moins de 30 ans. Lors d'une longue rencontre avec les étudiants de l'université d'Ouagadougou, la capitale burkinabé, le président a apporté son soutien à la transition démocratique en cours dans ce pays. Souhaitant donner sa vision personnelle du rapport de la France avec le continent africain, Emmanuel Macron a promis qu'il n'y avait pas, je cite, de politique africaine de la France. En Côte d'Ivoire, le président a posé la première pierre du métro d'Abidjan et assisté à un sommet Union européenne-Union africaine en compagnie notamment d'Angela Merkel. Et enfin, en étant le premier président français à se rendre au Ghana, Emmanuel Macron a innové en incluant un pays anglophone à sa tournée africaine. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, je crois que c'est un voyage assez marquant que celui d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il faut utiliser le mot historique, mais en tout cas, ça a été perçu en Afrique comme une vraie rupture. Un petit peu comme il y a une façon de renverser la table chez le président français, en politique française, de changer le paysage politique, de laisser un petit peu en ruine ceux qui auparavant gouvernaient. Il y a un peu de cela dans ce voyage. Il est même possible que certains dirigeants aient trouvé qu'il les vieillissait un peu, et dans le style, et juste par l'état civil. Il est possible que les plus anciens, parmi les gouvernants, aient été un peu gênés par ce voyage. En revanche, il y a eu des éléments d'humour, de plaisanterie qui ont été un petit peu utilisés en France pour dire que le président avait été condescendant, parce que dire d'un président de la République qui, dans une longue séquence en public, s'éloigne pour des raisons toutes personnelles, quelques instants, dire « il est parti réparer la clim », c'est quelque chose on s'est demandé si c'était un petit peu du paternalisme. Ça a été très bien perçu par les jeunes gens qui étaient là, les 800 étudiants, et le président Kaboré du Burkina, qui a le sens de l'humour, je crois, n'a pas trouvé ça du tout condescendant. Il est vrai que la phrase complète était un petit peu plus complexe parce que, ayant traité du franc CFA quelques minutes avant dans une interpellation virile, vigoureuse des étudiants, le président français a en réalité dit « il est parti réparer la clim et si ça se trouve, quand il reviendra, il sortira de la zone franc ». Donc, si vous voulez, si on avait gardé la phrase complète, elle posait plus de problèmes parce que c'est plus facile de faire de l'humour sur la climatisation que sur la zone franc. Mais enfin, donc il y avait une tonalité complètement nouvelle. Je crois que les Africains ont reçu en fait 4 personnes en une. Et ce côté un peu magique de la personnalité d'Emmanuel Macron séduit beaucoup, je pense, des populations qui aiment la magie. Donc on a reçu le président français. Donc il fallait qu'il fût président français pour dire il n'y a plus de politique africaine de la France, je ne suis pas venu vous donner des leçons, on va créer un nouveau cadre d'investissement, le franc CFA, tout compte fait, c'est très bien, mais si vous n'en voulez pas, nous, ça ne nous fait rien, donc vous faites comme vous voulez. Enfin, plein de thèmes typiques de comment on tourne la page, comment la France-Afrique, ça ne nous intéresse plus, comment, étant né 17 ans après les indépendances, n'ayant pas vécu la colonisation, comprenez, Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient nés à peu près au moment où dans les Aurès éclatait la guerre d'Algérie. C'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Donc tout ça, c'est le président français. Puis on a reçu le président européen, parce que ce qui était frappant dans le sommet, donc le lendemain du Burkina, à Abidjan, sommet Europe-Afrique, c'est que, avec un petit défaut allemand, puisqu'il n'y a pas vraiment de gouvernement actuellement totalement légitime et de coalition très claire, la France occupe la position de leader européen. Et il se trouve, c'est pas passé, ça n'a pas fait la une,
parce que la question des migrations et les images tellement choquantes du marché aux esclaves en Libye ont un peu capturé toutes les imaginations, mais en fait l'Europe a annoncé une politique économique complètement différente vis-à-vis de l'Afrique, avec beaucoup plus de moyens, parce que désormais on va faire beaucoup plus de garanties pour attirer de l'argent privé. Enfin, on va augmenter beaucoup en matière de développement, notamment tourné vers l'emploi des jeunes et les entreprises. On va augmenter beaucoup les moyens. Donc l'Europe est en train de changer de doctrine. Ça ne s'est pas tellement vu, mais en tout cas, les propositions, les initiatives étaient françaises, parce qu'il se trouve que, clairement, il est perçu, en tout cas en Afrique, comme le leader européen. Troisième président, on a accueilli le président mondial des jeunes. Ça, c'est clair que l'Afrique regarde quelqu'un qui, à 38 ans, a décidé, sans parti, sans argent, sans élu, qu'il était fait pour être président de la République et changer complètement la société politique, et qui y parvient. C'est quelque chose qui est une aspiration de ce continent jeune, dont les dirigeants, comme on dit, comme il l'a dit, ne ressemblent pas tout à fait à la population, ce qui est d'ailleurs assez normal, parce que si vous voulez, l'âge médian dans un pays comme le mien, le Bénin, c'est 17 ans. Donc on ne peut pas non plus avoir que des dirigeants de 17 ans, donc, sauf en période révolutionnaire. Donc, si vous voulez... Même bon. La République en marche. Voilà. Donc, on a reçu le président mondial des jeunes. Vous savez, il y a des choses comme ça. Par exemple, Jack Lang est un peu le ministre mondial de la culture. Donc il est en train de devenir, une petite rivalité avec Justin Trudeau, mais enfin, le président mondial des jeunes. Et puis en plus, à Accra, il est allé voir des incubateurs de start-up. Il était d'ailleurs avec un avion plein de patrons de start-up et vide de patrons du CAC 40. Donc ça aussi, ça fait partie du changement. Et donc, il est aussi le président mondial des startups. En tout cas, il est regardé comme ça, disons, de Las Vegas à Ouagadougou. Et donc, 4 présidents en un. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est bien dans la tradition africaine, ce caractère multiple et magique du président Macron. Et puis, il a fait quelque chose, il a fait un discours très culturel, en fait, pas tellement économique, mais très tourné vers la langue française. Appropriez-vous cette langue, elle est à vous, après tout, c'est vous qui êtes les plus nombreux locuteurs. Et sur l'éducation des filles, il a, je crois, énormément marqué sur ce terrain. Et puis, il a eu une élégance qui est, peut-être vous ferez ça tout à l'heure, Philippe, quand on s'en va et qu'on ne veut pas froisser son hôte, la tradition burkinabé ou ivoirienne, c'est de dire « je vous demande la route ». Et vous devez utiliser 2 fois cette expression, « je vous demande la route ». Et à ce moment-là, votre hôte vous donne la route et vous partez sans qu'il y ait offense. Et le discours se termine par « je vous demande la route ». Et 2 fois, il demande la route. Donc il parle ce français francophone, parce que c'est pas si familier que ça, de demander la route. À part Jean-Louis Bourlange, non, personne n'utilise cette expression. Mais vous pouvez pas imaginer... Personne ne m'a jamais répondu. Vous pouvez pas imaginer comme cette phrase, le fait de terminer en français du Burkina, en français de la Côte d'Ivoire, je vous demande la route, il le dit 2 fois, et puis il ajoute, cette route est d'ailleurs la vôtre, et puis elle ne nous séparera plus jamais. Enfin, si vous voulez, il y a une espèce d'hommage dans les mots qui témoignait de ce respect avec cette phrase qui était récurrente « Je ne suis pas venu vous donner de leçons ». Il y avait un certain nombre de ses pairs et amis, dont le président de l'Union africaine, qui lui avait téléphoné un peu tous les jours sur le thème « Tu ne viens pas nous donner des leçons ». Hein, tu viens nous dire ce que la France veut faire, et puis on verra bien, puisque l'Afrique est aujourd'hui de plus en plus, endogène, elle fait de plus en plus elle-même ses efforts de développement, elle n'a pas envie de recevoir de leçons, il s'est d'ailleurs excusé sur la petite leçon de planning familial qu'il avait énoncée précédemment, en disant que ça avait été une phrase malheureuse que de parler de problèmes civilisationnels, et puis les gens lui avaient expliqué peut-être que la croissance démographique en Afrique, c'est beaucoup moins la fécondité qui baisse un peu partout et c'est beaucoup plus l'espérance de vie qui progresse. Très difficile de dire aux gens, vous avez trop d'enfants parce qu'ils ne meurent plus, parce qu'il y a des progrès d'éducation, de santé et d'hygiène. Enfin bref, donc ça a été effacé, parce qu'il y avait un tout petit risque sarkozyste, que ça ressemble à des gens qui ne seraient pas rentrés dans l'histoire en s'apercevant pas que 2 enfants par femme, c'est mieux qu'à 7. Bon, donc ça a été effacé. Et au fond, il y a eu cette espèce d'humilité qui a été, je crois, appréciée. Béatrice Gibel.
Oui, enfin, l'humilité chez Macron, on peut demander à voir quand même, hein, parce que ça... C'est un rôle de composition. C'est un rôle de composition, je suis parfaitement d'accord avec vous, Jean-Louis. C'est ce qui est tout à fait frappant, c'est que c'est quand même un communicant absolument exceptionnel, parce que effectivement, quand il est arrivé dans l'amphithéâtre, il ne lui était pas acquis cet amphithéâtre. Il y avait visiblement la volonté d'affronter, pas d'en découdre, certainement pas, mais d'affronter. Et puis, sur l'extérieur, on avait quand même eu aussi 2 incidents ou 2 événements qui avaient montré qu'il y avait une partie de la population qui ne voyait pas d'un œil particulièrement chaleureux l'arrivée du président français. Et je pense que pour Emmanuel Macron, c'est toujours un challenge d'essayer de retourner une situation. Quand il était retourné à Amiens au moment de l'affaire Whirlpool, quand Marine Le Pen y était aussi, il y était allé au contact pour discuter, pour affronter. Ça fait partie, je crois, de son, j'allais dire presque de son plaisir à séduire et à convaincre pour retourner à la salle. Et il est quand même, dit la presse, parce que je n'y étais pas, parti sous les applaudissements, ce qui n'était quand même pas forcément gagné. Alors, l'habileté ou la courtoisie de dire « je vous demande la route » me fait dire qu'il a dû avoir des conseillers qui ont préparé ce voyage d'une très grande qualité et que ces formules, elles ne lui sont pas venues par hasard, mais encore faut-il savoir choisir correctement les gens qui vous prépare à faire un voyage qui est toujours délicat. Même si le Burkina Faso n'est pas le pays le plus difficile pour un président français de s'y rendre. Il y a des situations qui pourraient être plus délicates. Et le passif, si vous voulez, avec le Burkina Faso n'est pas du tout comparable à ce qui a pu se passer, évidemment, avec certains pays du Maghreb, type l'Algérie. Ce qui m'a frappé pour ma part, et vous l'avez rappelé, Lionel, c'est effectivement une rupture générationnelle. Celle-là, elle est indéniable. Sa façon d'être, c'est le premier président qui parle à une société civile, jeune, sans qu'il y ait forcément tout cet aréopage qui fait la distance. Il va au contact et il discute. Ça, je pense que c'est... et sa façon d'affronter les situations, la réponse qu'il a pu donner à propos, par exemple, d'une situation postcoloniale, puisque l'armée française est présente au Mali, il fait une réponse presque cinglante à l'étudiante qui lui pose la question, en disant « j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup moins de soldats français, et à la limite... si vous preniez en charge vos affaires, on ne serait peut-être pas obligé de s'en occuper. » C'était extrêmement direct comme réponse. Donc un ton sans tabou. Ce qui était aussi important, c'est que c'est vrai que, comme vous avez dit, c'est un président européen et pas seulement un président français. Et ce président européen, il faut dire aussi que l'Europe est obligée de s'adapter parce qu'on n'est plus en terrain conquis en Afrique. Les investissements chinois, les investissements turcs ou indiens prouvent qu'il n'y a pas, il faut se bouger, pour le dire un peu directement. Et que là, les relations, et c'est bien là où le continent africain est dans la mondialisation, avec aussi une volonté d'un développement endogène qui est tout à fait important. Et puis, je vais m'arrêter là. Dire que toute la France-Afrique a disparu, certainement pas. D'abord, ce n'est pas le premier président qui dit que c'est la fin de la France-Afrique. Hollande l'avait dit tout autant. Sarkozy l'avait dit d'une certaine façon. Et Mitterrand l'avait aussi dit d'une certaine façon. Les réseaux francs-maçons entre la France et l'Afrique, eux, n'ont pas disparu, d'une part. Et deuxièmement, les grands investisseurs des entreprises françaises du CAC 40 en Afrique, on va prendre Bolloré simplement avec les ports en Côte d'Ivoire ou les voies de chemin de fer qu'il est en train de construire, sont toujours très présent, bénéficie de ces relations entre l'État français et un certain nombre de dirigeants africains, avec des financements qui sont des prêts français accordés aux États africains qui servent les entreprises françaises. Donc ça n'a, de mon point de vue, pas encore disparu. François Bujon de l'État. Bon, je crois qu'il y a un certain nombre de choses à retenir de ce voyage qui a été très intéressant. C'était un voyage difficile. Et c'était un voyage à risque, c'est toujours un voyage à risque pour un président de la République française de se rendre en Afrique. M. Sarkozy en avait fait
l'expérience à ses dépens, et Béatrice a raison de dire que M. Macron a certainement de meilleurs conseillers africains que n'en avait M. Sarkozy, et qu'il a bien fait de ne pas faire écrire par M. Guénaud un discours qui regrettait que l'homme africain ne soit pas entré dans l'histoire. Donc il y a déjà une différence qualitative, mais c'est toujours difficile pour un président français. En plus, le Burkina, vous avez raison, ce n'est pas le point d'entrée le plus facile, et il y avait quand même beaucoup de sujets difficiles sur la table. Il y a le sujet de l'immigration, il y a le sujet de la démographie dont il avait parlé à Hambourg, je crois, dans une conférence de presse, d'une façon qui avait heurté les sensibilités africaines. Il y a le problème de la présence militaire française en Afrique, il y a celui du franc CFA qui irrite beaucoup là-bas. Il y a l'affaire toujours de l'enquête de la justice burkinabé sur l'assassinat du capitaine Sankara. Il y a beaucoup de choses. Et puis dans toute la jeunesse africaine, manifestement, une atmosphère d'impatience, de frustration qui se manifestait avant même son arrivée. Alors, cela étant dit, le premier voyage africain du président Macron a été bien conçu, puisqu'au fond, il comprenait 3 étapes. Une qui était, je dirais, plutôt multilatérale, puisqu'il s'agissait d'aller à Abidjan, non pas pour une visite bilatérale en Côte d'Ivoire, mais pour un sommet Europe-Afrique. Une dans l'Afrique francophone, qui était le Burkina, et encore une fois, ce n'est pas le pays le plus simple. Et une autre dans l'Afrique anglophone, puisqu'il est allé au Ghana, qui est une success story de l'histoire africaine. Et il a montré par conséquent que la vision française de l'Afrique était beaucoup plus large que le simple ancien précaré ou que l'ancienne France-Afrique. Cette visite au Ghana avait, je crois, était une dimension très, très importante dans ce voyage. À Ouagadougou, je n'y étais pas, contrairement à Lionel Zinsou, mais tout ce que j'en lis veut vous donner l'impression d'y avoir été dans la façon dont vous en parlez. Donc c'est que vous en parlez magnifiquement bien. Je me suis fait... Oui, mais moi je me contente des journaux et de la télévision. Et il a fait un discours excellent, un discours en s'adressant... Alors je vais insister sur le problème générationnel parce qu'il me paraît quand même très important. C'était un discours adressé à la jeunesse africaine. Il ne vient pas, contrairement à ses prédécesseurs, parler à la classe politique africaine, aux vieux chefs d'État qui sont là. Il parle à la jeunesse africaine en se positionnant de façon fort intelligente. Je n'étais pas né au moment de la colonisation, dans laquelle il y a eu des crimes, des horreurs, mais aussi des belles aventures, etc. Il en a parlé de façon équilibrée, ne heurtant cette fois-ci personne, mais avec l'air de dire « ce n'est pas mon affaire, la page est tournée ». Et je fais 2 commentaires sur cette approche. La première, c'est celle-là, c'est ce choix d'une espèce de connivence générationnelle, non seulement avec son auditoire, mais avec l'Afrique à laquelle il entend s'adresser. Et l'autre, c'est l'approche que j'appellerais un peu obamanienne, pas obamaniaque, mais obamanienne, qui consiste à se placer non pas du tout dans les conflits, mais dans la sortie des conflits, dans des pages tournées. C'est la grande spécialité d'Obama. Relisez son grand discours sur la race à Philadelphie, c'était cette approche-là, c'est-à-dire je suis au-delà du conflit, je regarde comment la réconciliation peut se faire et avoir lieu. Et Macron a adopté un petit peu cette approche, je trouve, extrêmement habile en l'occurrence, puisqu'elle a séduit manifestement tous ses auditeurs. Il a bien traité les irritants, il y en avait un certain nombre. Sur l'affaire du franc CFA, il a été un peu lapidaire, mais au fond, c'était une bonne façon de dire que ce n'est pas l'intérêt de la France qui était en jeu et que par conséquent, c'est aux Africains à voir ce qu'ils veulent faire. Sur le thème de la présence militaire, comme vous l'avez dit, il a été assez direct également. Il a fait un plaidoyer chaleureux en faveur de l'action des militaires français qui sont là pour vous protéger, qui donnent leur vie pour vous protéger, mais il a été très cash sur le thème, si vous voulez vous en occuper, faites-le à notre place, je vous y invite. Donc à chaque fois, il a eu sa marque de fabrique, si j'ose dire, c'est-à-dire il est cash, il dit les choses, mais en même temps il les dit sans esprit de confrontation, au contraire avec une main tendue et dans une offensive de charme, car en réalité, c'en était une. Le discours était très largement tourné vers l'avenir, vers l'éducation, vers l'innovation, et le ton général était celui que j'ai tendu. Alors il faudra voir ce qu'il en sortira, parce qu'il y a beaucoup de défis maintenant, et le principal, ce sera d'intéresser les Européens à l'Afrique. Ça reste le principe bien de dire la France-Afrique, c'est fini, et on va maintenant développer un partenariat euro-africain, c'est très positif, et c'est une bonne approche, mais si cela convainc les Africains, il faut aussi que ça convainque les Européens.
européens. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, car on sait très bien l'ardeur que mettent nos amis européens à s'abriter derrière les larges épaules des Français, qu'ils sont par ailleurs les premiers à critiquer lorsque l'occasion s'en présente. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois qu'une chose est extrêmement frappante chez tous les présidents de la Ve République, c'est qu'à un moment de leur mandat, ils se concentrent très profondément sur les affaires internationales. Pour des raisons sans doute humaines d'abord. C'est-à-dire que les affaires internationales, d'abord c'est un domaine où il n'y a pas de polémique pour eux. C'est un domaine où on les reçoit bien. C'est un domaine très intéressant. Et ils ont tendance, c'est vrai, dès le général de Gaulle, on voit bien que le général de Gaulle, après la guerre d'Algérie, confie la France à Pompidou et s'occupe essentiellement des relations internationales. C'est vrai de François Mitterrand, qui, après 83, quand l'épisode socialiste a un peu tourné court sur sa phase initiale, programme commun, eh bien, il se remet très profondément sur des affaires internationales. C'est évidemment vrai de Jacques Chirac, et c'est également vrai de Sarkozy. Hollande, ça n'a pas marché, parce que Hollande n'a pas le talent. Et on voit ce qui est assez frappant chez Emmanuel Macron, c'est qu'il fait ça tout de suite. C'est qu'il n'attend pas, bien qu'il fasse des réformes sur le plan intérieur, dont on peut... Mais enfin, on voit bien que sur le plan intérieur, c'est pas si facile que ça. Il y a des tas de problèmes, les dépenses publiques, tout ça, enfin, ça ne marche pas tout à fait comme il veut, comme il voudrait. Et en revanche, ses qualités exceptionnelles, il sent qu'il peut les expérimenter, les utiliser, les exploiter sur la scène internationale. Et l'Afrique, de ce point de vue-là, est un vrai modèle. Et alors on voit bien de quoi c'est fait, Lionel l'a dit, c'est en fait le fraternalisme qui remplace le paternalisme, c'est-à-dire on est de la même génération, on discute, etc. C'est la volonté de séduire, hein, le charme à l'état pur, il a énormément de ressources de ce point de vue-là, il les utilise à fond, et c'est également, et ça c'est un trait, je crois que Béatrice a eu raison de le signaler, c'est un trait constant, je pensais aussi à Walpole, c'est le courage, c'est-à-dire le courage de la confrontation. C'est quelqu'un qui sait que l'homme politique, s'il va à la confrontation, il prend un risque, mais s'il surmonte ce risque, il surmonte la confrontation, il est gagnant. J'avais été très frappé au moment du second tour des présidentielles de voir à quel point les journalistes avaient été lents à comprendre ce qui s'était passé à Walpole. Moi, j'avais regardé ça en direct à la télé et j'avais été fasciné par le retournement, le fait que cette visite dans l'entreprise commençait dans les pires conditions, tout à coup, ça avait complètement basculé, ça avait complètement changé, simplement parce qu'ils se prêtaient au dialogue et que ces contradicteurs étaient eux-mêmes aspirés par la spirale de la réflexion. Et c'est exactement, moins la dramatisation, ce modèle qu'on a vu fonctionner en Afrique. C'est tout à fait frappant. Donc on a là quelque chose quand même, on a un produit, il faut dire, parce qu'on discute de produits maintenant, exceptionnel. On peut dire ce qu'on veut, mais moi j'ai rien contre François Hollande, mais enfin c'était quand même le petit pot à tabac sur des roulettes. Tandis que vous n'avez rien contre lui. Non, mais il est très intelligent, il a beaucoup d'humour, il a beaucoup de nuances, et comme on l'a dit à cette émission, et ce n'est pas tout à fait mon avis, son bilan, et Lionel notamment l'a toujours défendu, son bilan est moins sur le plan économique, et moins catastrophique que ce qui a été prétendu. Donc il a des qualités. Mais alors, sur le plan international, comme image, ça n'allait pas du tout. Dès le premier jour, quand il est arrivé pour voir Obama, ça n'allait pas du tout. Là, on a vraiment quelqu'un de tout à fait exceptionnel, et je crois que Lionel a dit très bien les choses. Il y a un côté président mondial de la jeunesse, en concurrence plus ou moins amicale avec Trudeau, avec quelques autres. Donc là, je crois que c'est très impressionnant. Et alors, ça contraste évidemment avec le discours de Dakar du président Sarkozy, qui... là, ça n'allait pas. Je me rappelle, alors je ne résiste pas au fait de raconter cette anecdote qui est un peu politiquement incorrecte. C'était le président Wade, le président du Sénégal, qui, venant à Paris quelques semaines après le discours de Dakar, est interrogé par France Inter. Et on lui dit, alors qu'est-ce que vous pensez du discours de Dakar? Alors là, Wade dit non, ça n'allait pas du tout.
ça, le discours de Dakar, ça je peux pas dire, mais c'était un mauvais discours, c'est pas ce qu'il fallait dire à ce moment-là, etc. Et puis il se reprend et il dit, vous comprenez, quand même, il faut dire que c'est très dur ce métier de président, on fait des discours tout le temps, on descend de l'avion, on vous met quelque chose entre les mains. Je vais vous dire, de vous à moi, dit le président sénégalais, dans ce métier, on est toujours trahi par son nègre. Et ben là, pas du tout. Là, ça s'est passé. Il a trouvé le ton, etc. Et quand on voit, il y a eu effectivement des gens qui ont fait des bouches en cul de poule après la plaisanterie sur la climatisation. Mais la vidéo est extraordinaire. Hein. La vidéo montre une espèce de courant qui passe et venant après quand même des déclarations assez nettes, assez abruptes. Alors au-delà de ça, je poserais une question, c'est quelle est exactement la consistance du changement? Parce que vous l'avez tous dit, la fin de la France-Afrique, c'est un numéro obligé que font tous les présidents. Moi, je me rappelle mon ami, mon vieil ami que je vois encore souvent et qui est vraiment tout à fait remarquable, Jean-Pierre Cotte. Quand il est arrivé ministre de la coopération rocardien de gauche, si je puis dire, dans le gouvernement Mitterrand, il avait annoncé la fin de la France-Afrique. Ça a été la fin de la carrière ministérielle de Jean-Pierre Cotte. Bon. Qui a fait une carrière exceptionnelle de parlementaire européen. Je tiens à le signaler, on fait de très bonnes carrières de parlementaires européens, mais elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas d'appellation contrôlée au sein de la peuplade française. Bon, en tout cas, là, on a fait ça, on a annoncé ça à plusieurs reprises. Giscard s'y est essayé très timidement et très brièvement. Ça n'a jamais marché. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, Lionel a dit des choses. On cesse de s'appuyer uniquement sur les grands groupes, on joue les start-up, on joue un certain nombre de choses. Mais globalement, on a quand même une situation, moi, ce que je vais le dire parce que c'est Lionel qui me l'a expliqué, donc je ne crois pas qu'il me contredira. Quand on a eu des discussions à ce sujet, la situation de l'Afrique, c'est que nous restons sur le plan économique, il faut raisonner sur le plan économique, sur le plan politique. Nous restons des partenaires extrêmement importants. Et le commerce, les relations d'investissement entre l'Afrique et la France continuent de progresser, mais en valeur relative, ça s'effondre complètement par rapport aux relations que très légitimement, très logiquement, l'Afrique établit avec l'Amérique latine, avec le Brésil en particulier, ou avec l'Extrême-Orient, avec la Chine, mais pas seulement avec la Chine, avec l'Inde. Donc on est quand même dans une position de minorisation relative par rapport à la situation antérieure. Donc on n'est pas... Et là, qu'est-ce qu'on va exactement, comment va-t-on se situer? On continue. Est-ce qu'il y a des échanges économiques importants qui peuvent remplacer ces gros contrats qu'on a, et comme l'affaire d'Abidjan, le métro d'Abidjan, etc. Bon, je n'en sais rien. Mais deuxièmement, il y a quand même un problème, c'est comment aider l'Afrique à avoir un meilleur contenu en emploi. Ce qui apparaît clairement, c'est que l'Afrique a une croissance extrêmement élevée et que cette croissance est au moins officiellement faible en emploi. Peut-être à cause des statistiques, peut-être pour des tas d'économies cachées, peut-être pour d'autres raisons. Et là, il faut quand même essayer absolument de concourir d'aider les Africains à définir un modèle économique. Ils sont tout à fait capables, ils ont tout à fait l'argent, les compétences, etc. pour mettre en œuvre. Enfin, on a peut-être besoin de réfléchir un peu à la complémentarité entre nos modèles économiques. Sur le plan politique, la fin de la France-Afrique, ça pose quand même un problème fondamental. Qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Est-ce qu'on va se faire minorer économiquement et que notre seul rôle va être une espèce de force de l'ONU spécialisée d'origine européenne où on va, sinon défendre des valeurs, parce que parfois ça ne marche pas bien, hein, comme au Rwanda, etc., mais essayer quand même de concourir à la paix, de lutter contre le terrorisme. Et là, on est à l'interface. Quels sont nos intérêts en tant que peuple européen, et quels sont les intérêts de l'Afrique à proprement parler, et est-ce que nous devons nous cantonner dans ce rôle de gendarme, même si nous sommes appelés par les Africains, c'est quand même
une spécialisation qui n'est pas très heureuse. Les Chinois, le commerce, les Français, le maintien de la paix, ce n'est pas une division du travail qui est formidablement fascinante pour nous. Donc je crois qu'il y a un problème, et ça pose au-delà de ça le problème que posent les Chinois, c'est-à-dire celui de la conditionnalité. Parce que la fin profonde du néocolonialisme, c'est de refuser la conditionnalité. Et en même temps, refuser la conditionnalité, c'est-à-dire accepter n'importe quel régime comme il se présente, c'est en même temps la porte ouverte à tous les abus, à tous les excès, à toutes les servitudes, et donc ça n'est pas très satisfaisant. Et donc comment va-t-on se situer sur le plan de la conditionnalité par rapport aux Chinois? Qu'est-ce qu'on estime nécessaire, nous, Européens? Alors, ce qui est formidable, et je termine par là, c'est quand même d'avoir associé Merkel. Je crois que là, il y a une notion très importante de caractère européen. C'est que la relance européenne se fera, à mon avis, bien, si elle se fait, se fera bien davantage par le fait d'assumer ensemble, nous autres Européens, les défis géopolitiques qui sont les nôtres, terrorisme, immigration, relations Nord-Sud, relations avec le Moyen-Orient, que par l'approfondissement du marché intérieur où nous sommes déjà parvenus assez loin. Et là, il est bon que ce ne soit pas la France qui, évidemment, porte cette exigence géopolitique, soit seule, et donc il est bon qu'on associe nos collègues européens au rapport avec le Sud, de même que nous devons être associés par les Allemands au rapport avec l'Est. Lionel Zinsou ? Oui, sur le rôle de composition du président humble, moi je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait un rôle de composition, même si c'est vrai que d'épouser son professeur de théâtre, ça vous donne une vraie capacité dramaturgique durable. Je pense qu'il est en même temps humble, et les protestations d'humilité avaient l'air tout à fait crédibles. Il ne donne pas de leçons, il partage de l'expérience, il ne donne pas de leçons, et en même temps, il est profondément présidentiel. Voilà, on peut probablement combiner les deux. Donc je ne pense pas que ce soit un rôle de composition unique. Je pense qu'il y a un côté Janus Dogon. Vous savez, il y a une très belle sculpture dans l'Intemporel de Malraux, le grand Janus Dogon. Sculpture aux deux visages. Voilà, il y a un côté Janus Dogon chez Emmanuel Macron. Il est humble et présidentiel. Sur François Hollande, et malgré la protestation d'amitié de Jean-Louis, je crois que Jean-Louis passe à côté du fait qu'il est extrêmement estimé en Afrique. Parce que l'opération Serval, la décision d'arrêter la colonne en janvier 2013 qui descendait prendre Bamako et qui allait faire d'un État très important dans sa situation géopolitique à 2 heures de vol de l'Europe un État terroriste, le Mali, là, la capacité de décision a étonné. Oui, vous avez raison. Je ne pensais pas à cela, vous avez raison. Je pensais à l'image internationale globale, mais oui, je l'ai d'ailleurs toujours soutenu dans cette émission l'initiative du président Hollande. Non, sinon, sur la France-Afrique et sur l'ambiance créée par la grenade du matin, le caillassage de l'après-midi, etc., l'Afrique est en train de devenir démocratique. Le président Kaboré est un bon exemple. Il a été élu au premier tour avec 53% des voix, ce qui laisse quand même 47% des gens qui n'ont pas voté pour lui. Et il est évident qu'il n'y a pas 100% des gens qui votent pour l'amitié française. Il est évident qu'il y avait des manifestants. Il est évident que c'est un pays très syndiqué, que le Burkina. Traditionnellement, le mouvement social est très important. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas favorables à la présence française. C'est tout à fait normal. Je crois qu'ils sont minoritaires. Mais c'est vrai que, par exemple, la polémique sur le franc CFA est une bonne cristallisation. Il y a, dans la jeunesse, chez les intellectuels, une espèce de rejet de la symbolique d'une monnaie qui a été créée au XIXe siècle par une banque centrale qui a été fondée en remettant aux maîtres des esclaves dont on avait, au fond, aboli la propriété. On abolit la traite, mais du coup, on indemnise uniquement les esclavagistes. Et c'était une action de la Banque du Sénégal contre un esclave. C'est ça la base. Alors évidemment, ça crée quand même des connotations un peu difficiles. Et c'est ça qui, petit à petit, reçoit le privilège d'émission, qui devient le franc des colonies françaises d'Afrique. Et donc il y a ces connotations-là qui sont presque insupportables dans la symbolique. On parle de violence symbolique. En revanche, c'est une monnaie qui fait tout à fait son travail, qui n'est pas du tout un instrument de domination française. Ou si c'est un instrument de domination française, il marche mal.
Parce que, comme l'a rappelé Jean-Louis, il y a en effet quand même une marginalisation française. Voilà. Juste sur la France, quand même, une chose à quoi les gens sont attentifs, et sur l'Europe en général, c'est qu'il ne faut pas tout juger par les parts de marché. En disant, la France avait auparavant 15% du marché de l'Afrique en importation, maintenant elle est à 5%, c'est la Chine qui l'a remplacée à 15%. C'est aussi parce que la France investit dans les entreprises et produit sur place. Donc plus vous avez d'usines, Renault à Tanger, Peugeot à Kaduna, au Nigeria, Kenitra, Danone un peu partout, L'Oréal un peu partout, moins vous importez. Donc il y a quelque chose qui est apprécié de l'Europe, c'est que l'Europe n'arrive pas avec des colonnes de prisonniers à qui on propose une remise de peine s'ils viennent faire des travaux d'infrastructure en Afrique, ce qui est arrivé souvent à la Chine, et elle arrive pour créer des emplois locaux, et tout l'enjeu, si on veut des emplois pour la jeunesse, c'est effectivement de transformer les produits localement, de produire localement et d'exporter depuis l'Afrique. Donc l'image européenne est une image de respect. C'est pas l'image d'industrie extractive, si vous voulez. C'est pas l'image d'Areva, pour simplifier, qui d'ailleurs a quand même franchement été très marginalisée. C'est l'image d'entreprises qui respectent des normes sociales et environnementales et qui donnent de l'emploi et qui créent localement et qui du coup importent moins. Donc c'est quand même en demi-teinte. Mais il y a des jeunes, mais il y a des intellectuels de gauche, altermondialistes, qui trouvent qu'au fond, la présence de la France reste une présence dominante, capitaliste, tournée vers les intérêts français. Je crois que c'est très minoritaire par rapport à un désir de France très fort des populations, très minoritaire par rapport à tous les liens culturels, éducatifs, mais c'est évidemment quelque chose qui s'exprime et qui a le droit de s'exprimer et qu'il faut écouter. Je crois qu'il l'a d'ailleurs écouté. Enfin, sur la France-Afrique, il faut éviter trop d'imaginaire, si vous voulez. Les 3 pays avec lesquels la France fait le plus de commerce, très logiquement, sont les 3 plus grandes puissances africaines. Les 3 pays où la France investit le plus, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. 3 pays qui font plus de 300 milliards chacun de dollars de PIB. Les 2 plus grands pays francophones, hors Maghreb. La présence française économique la plus forte est au Maghreb. Mais dans l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des pays qui font 35 milliards de dollars de PIB, c'est-à-dire le 10e de chacun des pays avec lesquels la France commerce véritablement. Et donc, il y a une espèce de fascination pour la France-Afrique et un sentiment dans l'Afrique francophone que nous sommes le centre du monde, en tout cas pour la France. Vous savez, peut-être j'ai fait une petite campagne électorale pour candidat à l'élection présidentielle au Bénin. Étant franco-béninois, étant blanc, puisque comme tous les métis, je suis personnellement noir en France et blanc au Bénin, je me suis donc fait accuser d'être l'agent de la recolonisation. Bon. Et d'abord, j'ai pensé m'en tirer par l'humour en expliquant, je ne suis pas sûr qu'il y a énormément de gens partisans dans l'opinion française de recoloniser. Ce n'est pas un thème très fort. Mais à tout prendre, est-ce que vraiment on commencerait par recoloniser le Bénin ? Bon. Alors là, c'est très, très, très mauvais. Il ne faut jamais faire de second degré dans les campagnes électorales. On m'a accusé de mépris, etc. Je suggérais que tout de même le Bénin, c'était peut-être pas la première priorité de la recolonisation. Il y a une asymétrie extraordinaire. Nous sommes le centre du monde et sûr que la France n'est intéressée que par cette France-Afrique francophone. Vous savez, nous parlons souvent le français du XVIIIe et du XIXe siècle. Nos journaux écrivent souvent un français à l'ancienne, moins qu'à Haïti, où vous avez l'impression de lire des gazettes de 1789. Mais on est un peu un conservatoire extraordinaire de certains aspects de la culture française. Donc on a l'impression que la relation entre la France et l'Afrique, c'est nous. Mais attendez, c'est pas du tout ça. C'est le Maghreb, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte. La France-Afrique est un mythe qu'en fait on aime bien, sur lequel on se dispute, sur lequel il y a des controverses, mais c'est devenu un fantasme. Et c'est pas parce qu'il y a encore Total et Bolloré, comme dit Béatrice, en Afrique, que
la France-Afrique existe encore. C'est pas parce qu'il y a des francs-maçons, mais il y a des francs-maçons, mais il y a aussi des liens entre les communautés catholiques, entre l'islam de France. Enfin, toutes les forces spirituelles, effectivement, sont partagées dans la francophonie. Mais c'est pas ça. On ne fait plus de coup d'État depuis Paris. Le problème de déclassifier les documents sur la mort, l'assassinat de Thomas Sankara, c'est qu'il n'est pas complètement exclu qu'il y ait eu des ingérences étrangères. Parce que c'est une époque, de 1960 à 1980, 80, un peu plus de 80 peut-être, on a fait des coups d'État créés, produits ou coproduits entre quelques pays africains et la France. Et c'est très clair, il y en a des témoignages partout. C'est ça la France-Afrique, c'est l'ingérence très très claire jusqu'au coup d'État et à l'assassinat. Bon, c'est par ailleurs une espèce de circulation des flux financiers pour entretenir la vie politique en Afrique et vice-versa pour les Africains entretenir la vie politique en France, qui quand même probablement sont des flux, enfin je parle sous le contrôle d'un député, mais qui me semble aujourd'hui s'être légèrement tari. Pour ce que j'en sais, oui, et pour ce que Voilà, j'en perçois, plus encore. Les Hauts-de-Seine, voilà, c'est pas forcément le Gabon qui fait l'élection dans les Hauts-de-Seine. Donc, si vous voulez, il y a quand même énormément de choses Macron, concrètes. Oui, Gabon, non. Vous avez quand même énormément de choses dans la France-Afrique qui ont disparu, mais qui étaient extrêmement concrètes. Quant au lien, si vous voulez, vous dites pas qu'on est en occupation allemande, parce que les entreprises allemandes sont les premières entreprises étrangères en France. Hein, donc, je crois que la légitimité de dire que nous sommes en occupation coloniale française, parce qu'il y a Bolloré, si vous voulez, au port... Je ne pense pas que c'est du tout ce voyez, que j'ai... je crois que c'est pas... C'est absolument pas ce que j'ai voulu dire, et c'est un... Non, bon, j'entends ça n'a rien bien, à voir. Mais comme vous l'avez dit vous-même, le symbolique a une force importante, vous l'avez rappelé, et cette représentation, parce que c'en est une aujourd'hui de la France-Afrique, continue d'avoir des effets sur une partie de la population, jeune africaine politisée, comme étant la preuve d'une présence néocoloniale, même si c'est faux. Mais ce n'est pas parce que c'est faux que ça n'a pas forcément d'effet. Et ça peut avoir un effet mobilisateur dans des situations particulières. Je partage totalement ce que vous avez dit. Mais dans une démocratie, c'est normal. L'Afrique est en train de devenir démocratique. Donc il y a une pluralité d'opinions. Mais je ne dis pas le contraire. N'adore pas Macron. Mais c'est très bien. Il n'a eu que 90% des voix des Français de l'étranger. Ce que Béatrice dit, c'est elle exploite la devise de la Sofresse. Une opinion fausse est un fait vrai. Mais bien sûr. Voilà, une opinion fausse est un fait vrai. Et c'est pas, je ne conteste pas le droit des jeunes Africains de contester la présence française, bien évidemment. C'est pas ça du tout de mon point de vue. Dernier petit point, si la France, et comme le président dit, je veux, parce qu'il est très fraternel, mais il dit quand même je veux dans son discours, que les filles puissent pouvoir décider du nombre d'enfants qu'elles veulent, etc. Si on veut ça, alors il y a quelque chose que la France doit faire, c'est une vraie politique universitaire qu'à mon avis, elle n'a pas au niveau qu'elle devrait avoir. Sur la question de l'humilité, qui est une question dont nous avons tous une expérience longue, ancienne et profonde, je crois que... Moi, je ne crains personne. Il faut considérer que à un certain niveau d'activité, la mégalomanie, c'est un peu que la silicose de certaines professions, mais en regardant la retransmission de ce discours devant les étudiants de l'université de Ouagadougou, et en voyant en effet la jubilation du président, jubilation même quand, peut-être même encore plus, quand il sentait qu'il y avait de la contradiction, voire du désaccord dans les propos de son interlocuteur, je me suis pris à réfléchir que la Constitution lui interdit de faire plus de 2 mandats consécutifs. Et j'ai pensé que, puisque nous évoquions l'éventualité de multiplier les émissions du Nouvel Esprit public en public, j'ai pensé qu'à partir de 2022, il serait un excellent contributeur à cette émission. Et j'ai préparé un texto dans ce sens afin que... Mais 2022, c'est un mandat. Non, 2022, c'est un seul mandat. Il faudra qu'on tienne le coup assez longtemps. Oui, hein. Oui, je voulais dire 2027, évidemment, mais 2027, en ce qui me concerne, je serai encore dans la force de l'âge. Sur cette question, enfin, je ne sais pas l'âge de qui, mais sur cette question, pas d'autres interventions. Alors, nous avons été prolixes sur
sur l'Afrique. Je souhaitais quand même que nous parlions de la Syrie et du Liban. Nous avons moins de temps que j'avais prévu pour le faire, mais c'est comme ça. C'est un problème insoluble, de manière. Oui, le problème du temps est un problème insoluble, mais celui de la Syrie et du Liban également. Donc, il y a eu, à la fin du mois de novembre, une réunion du groupe de contact pour la Syrie, à l'initiative de la France. Les discussions ont porté sur l'application de la résolution 2254, adoptée par le Conseil de sécurité en 2015, résolution qui prévoit une transition en Syrie qui ne serait pas conditionnée par le départ de Bachar el-Assad, et qui reposerait sur une nouvelle constitution, des élections sous le contrôle des Nations Unies. Il n'y a pas beaucoup d'espoir que cette négociations aboutissent. Elles interviennent quelques jours après le retour à Beyrouth du Premier ministre libanais démissionnaire, Saad Hariri, qui avait été convoqué et retenu plusieurs jours en Arabie Saoudite, d'où il avait annoncé sa démission. Riyad, qui semble avoir dicté sa lettre de démission à Saad Hariri, entend empêcher une mainmise iranienne sur le Liban en obtenant la fin d'une coalition gouvernementale qui inclut le Hezbollah. Il semble que la médiation d'Emmanuel Macron ait permis une désescalade en organisant le départ de M. Hariri vers Paris, puis son retour au Liban. Cette nouvelle montée des tensions illustre l'influence grandissante du Hezbollah au Liban et en Syrie. Fondée en 1982 pour lutter contre l'armée israélienne au sud Liban, la milice chiite, parrainée par la République islamiste d'Iran, est devenue une puissante organisation. Elle a acquis une stature régionale à part entière. Et au Liban, son rôle politique et social est essentiel. Mené par Hassan Nasrallah, le parti cumule les victoires électorales en prenant la défense des classes sociales les plus fragiles. Il est allié depuis 2006 avec le parti chrétien libanais du président Michel Aoun. Et en Syrie, le Hezbollah s'est avéré décisif pour la survie du régime du président Bachar el-Assad en coopérant directement avec le corps expéditionnaire russe et les forces iraniennes. En Occident, l'image du Hezbollah est contrastée. Placé sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis et Israël, c'est seulement sa branche armée qui figure sur celle de l'Union européenne. Sur cette question, François Bujon de l'État. C'est vraiment une intention délicate, Philippe, que dans tous les sujets d'au-delà du périphérique, vous m'ayez confié le plus simple, et le soin de le traiter en 2 minutes et demie, puisque c'est à peu près ce qui nous reste. Nous avons 2 crises sur les bras, au fond. C'est curieux parce que le Liban et la Syrie, c'est inextricablement lié, mais nous avons une crise libanaise et nous avons une crise syrienne qui, en fait, ne procèdent pas au même rythme et ne sont pas sujettes aux mêmes interventions étrangères. Parce que s'il y a un cas d'école de pays qui sont vraiment victimes des interférences étrangères, c'est bien la Syrie et le Liban. Le Liban, depuis 30 ans, a été tiraillé entre les interventions de la Syrie et même l'occupation d'Israël, de l'Iran à travers le Hezbollah qui est son bras armé au Liban, et maintenant de l'Arabie Saoudite, puisque la tragicomédie de la détention de Saad Hariri à Riyad est une intervention caractérisée de l'Arabie Saoudite. La Syrie, jusqu'à la caricature, puisque la Syrie est un champ de bataille où s'affrontent effectivement des armées, des milices, des combattants qui sont tous sous influence étrangère ou sous pavillon étranger. Alors les 2 cas sont différents. Le Liban, en 2 mots, nous nous dirigeons vers une nouvelle crise libanaise qui n'a pas encore véritablement éclaté, mais qui va venir à peu près inévitablement. Le problème est que, comme chacun sait, l'accord de gouvernement qui a été conclu entre le président de la République, le Premier ministre et le Hezbollah ne marche plus. Le général Aoun a été fait président grâce à la complicité, si j'ose dire, active du Hezbollah, et M. Saad Hariri, qui est le sunnite de service, a été choisi par le Hezbollah et par le général Aoun. Ça ne marche pas. Et Saad Hariri, n'ayant plus la confiance de ses mandataires saoudiens, va devoir renégocier l'accord de gouvernement et va devoir s'efforcer de diminuer le poids du Hezbollah dans la vie publique libanaise. Bonne chance, car il n'a ni atout ni armes pour essayer de diminuer l'influence d'un Hezbollah dont l'influence n'a pas cessé de grandir et dont la force militaire n'a pas cessé de croître puisqu'il s'est renforcé sur le champ de bataille syrien. Nous avons donc une crise qui nous vient et qui va se manifester. En Syrie, c'est différent. Nous avons la fin d'une guerre et nous avons à gérer maintenant, si j'ose dire, la victoire militaire de Bachar et de ses alliés, car c'est bien de ça qu'il s'agit. Une victoire à la Pyrrhus, s'il en fut, parce que Bachar va régner sur un pays de ruines fumantes. 1 million
la moitié de la population de la Syrie est soit déplacé, soit réfugié. Il va régner sur 10 millions de gens pauvres et faméliques, là où il avait auparavant 20 millions de Syriens. Il y a eu 400 000 morts, 70% de la population restante est en dessous du seuil de pauvreté. Ça va être ça. Mais c'est ça la victoire de Bachar. Et maintenant, le problème va être de la gérer. Et c'est un problème pour la Russie, puisque la Russie l'a sauvé en venant à son secours avec l'Iran. Et la Russie, aujourd'hui, veut se débarrasser d'un problème qui ne peut que l'embarrasser à l'avenir. La Russie a réussi ce qu'elle voulait, c'est-à-dire à prouver son retour au Moyen-Orient, à prouver qu'aucune crise du Moyen-Orient ne pouvait chercher sa solution sans la Russie. C'est un succès complet pour elle. Et l'Iran, son allié, a également marqué un succès très grand, puisqu'il a réussi à déployer ce fameux arc chiite qui va véritablement de Téhéran, enfin de l'Iran, jusqu'à la Syrie et jusqu'à Hezbollah libanais. Par contre, il y a des perdants très nets là-dedans, qui sont les Occidentaux. L'absence criante de stratégie américaine est visible pour tous. La France est marginalisée. Elle va s'efforcer de jouer un rôle. On peut faire confiance au président Macron pour s'y employer, mais à l'heure qu'il est, nous n'avons pas de dialogue avec Damas. Nous avons des relations difficiles avec la Russie et nous ne sommes pas inclus dans le processus de négociation d'Astana et de Genève. Béatrice Gibelin. Oui, assurément, j'allais dire l'homme fort de la situation libanaise est le Hezbollah, très clairement, et que c'est absolument insupportable à l'Arabie saoudite. Et qu'effectivement, Saad Hariri a été convoqué pour annoncer sa démission. Et le rôle de la France a été de sortir l'Arabie saoudite du guêpier dans lequel elle s'était mise, en essayant de trouver une solution, j'allais dire, correcte pour trouver un semblant d'équilibre dans une situation libanaise qui ne l'est pas. La France, là, avec un certain savoir-faire, a joué un rôle qui est peut-être reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire qu'on va être confronté à une situation libanaise, je suis assez d'accord avec vous, qui va devenir extrêmement compliquée. Mais ce qui est sûr, c'est que le Hezbollah, une partie en fait des Libanais, accepte aujourd'hui d'avoir un Hezbollah armé au Liban, ce qui n'était pas vraiment le cas. Deuxième point qui me semble important, vous parlez d'un arc chiite. Moi, je serais beaucoup plus prudente là-dessus. On va dire qu'on a un archipel chiite sur lequel les Iraniens essayent de s'appuyer. Mais leur seul point fort, pour le moment réellement, ce n'est pas la Syrie, c'est le Hezbollah. Et c'est dans ce rapport du Hezbollah à venir avec la situation syrienne qu'on verra les choses bouger. Jean-Louis Bourlanges. Oui, on est vraiment quand on regarde cette situation au Moyen-Orient, on pense vraiment au dilemme de Goethe sur faut-il préférer un désordre ou une injustice. On voit bien qu'il y a un effondrement total des valeurs dont nous étions, dont nous estimons porteurs et que nous avons voulu défendre et qui se sont incarnées dans le printemps arabe il y a quelques années. On voit là qu'il y a un effondrement total, nous n'avons rien réussi et nous n'avons réussi qu'à créer le chaos ou qu'à concourir au chaos. Et maintenant, nous sommes confrontés à cette situation et en Syrie et au Liban. En Syrie, l'ordre passe par l'abdication de nos responsabilités, de nos positions sur le président Hafez el-Assad. Et ce n'est pas étonnant de ce point de vue-là que nous soyons un peu extérieurs aux négociations, parce qu'on s'est mis très en avant, et à juste titre, sur le plan humain et des valeurs, sur la contestation de M. Assad. Et sur le plan du Liban, on voit bien que l'Arabie saoudite essaie de faire quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que le Hezbollah est formidablement puissant, que la déstabilisation du Liban, la déstabilisation du Hezbollah ne peut que plonger le Liban dans une période de convulsions extraordinaires. On a déjà les convulsions au Yémen. Enfin, il faut quand même, de ce point de vue-là, se modérer. Je crois que l'action de la France, dans le sens de la modération, a été utile, mais il faut bien voir que ça consiste à maintenir par-delà tout une fiction, qui est la fiction du Liban pluriconfessionnel, fondée, si je me rappelle bien, sur le recensement de 1931, recensement sacré, alors qu'évidemment, plus rien ne correspond à la situation, dans lequel il y avait un équilibre entre les musulmans
et les chrétiens, alors que maintenant nous sommes dans une situation totalement différente, où d'une part la balance est beaucoup plus forte du côté musulman, où d'autre part les musulmans sont totalement divisés entre chiites et sunnites, et malgré tout, la seule chose qui permette de préserver ce malheureux État que nous aimons tant, c'est le maintien de cette fiction originelle. Lionel Zinsou. Oui, je crois que ce qu'a dit François est très très important quand même. La guerre en Syrie est terminée par une victoire du président Assad. Et en fait, c'est curieux parce que je trouve que ça ne s'entend pas beaucoup en France et en Occident, mais le président Rouhani de l'Iran a déclaré Daesh vaincu. Officiellement, a fait une déclaration de fin de la guerre. Daesh est vaincu. Et qui n'a pas tellement été entendu dans l'Occident. Donc le Hezbollah revient victorieux parce qu'il a été l'instrument peut-être plus important encore que le corps expéditionnaire russe sur le terrain du rétablissement du régime. Le Hezbollah encadré par des passedarans et par des officiers de l'armée régulière iranienne. Et il revient avec un armement lourd d'armée très supérieur probablement aux forces libanaises de l'armée régulière du Liban. C'est donc une armée victorieuse qui revient, parce que le problème de la fin de Daesh, c'est le problème des retours. Que fait-on des djihadistes français, tunisiens, marocains, etc., qui reviennent? Et puis il y a le problème du retour de cette force armée. Donc le déséquilibre des forces, même militaires, à l'intérieur du Liban, va être tout à fait considérable. Deuxième chose, l'Arabie saoudite est essentielle au Liban. C'est elle qui a reconstruit le Liban chaque fois que le Liban s'est effondré. Et les dernières, c'est après la guerre 2006. israélienne, donc de 2006, c'est une injection massive. L'Arabie saoudite est essentielle, est beaucoup plus essentielle que l'Iran. Les injections de capitaux de l'Arabie saoudite sont essentielles. Enfin, il y a 6 millions de résidents nationaux libanais au Liban, mais il y a le double, 12 millions dans l'estimation moyenne de Libanais à l'extérieur, dont beaucoup dans le Golfe. Si l'Arabie saoudite se cabre, c'est la fin de cette présence et de tous les retours de capitaux et de tous les emplois des Libanais dans le Golfe. Bon, ils sont plus importants encore en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. Mais enfin, ils sont considérablement importants dans le Golfe. Donc ce sont des situations profondément entremêlées où le rôle de l'Arabie saoudite, je ne dis pas sa légitimité à l'ingérence, mais son rôle à l'intérieur est vraiment fondamental. Et du point de vue de l'Arabie saoudite, ce n'est pas un guêpier. Moi, je ne crois pas qu'ils se mettent dans des guêpiers. Ils créent une situation de rapport de force dans laquelle ils sont agressifs au Qatar. Le fait qu'on ne sait pas comment ça va déboucher est secondaire. Ils sont en guerre au Yémen. Ils sont maintenant en train d'entrer en guerre au Liban contre le Hezbollah. Et tout ça, probablement, annonce des règlements généraux. On crée un rapport de force partout, et il va y avoir entre l'Iran et l'Arabie saoudite la recherche d'un compromis, d'une stabilisation, mais l'Arabie saoudite prend, notamment au Liban, toutes les cartes possibles, crée le rapport de force de toutes les façons possibles, déstabilise et s'impose. Le fait que ça ne réussisse pas, qu'on n'arrive pas à substituer son frère aîné, Assad, Hariri, tout ça c'est secondaire. L'important c'est d'être dans le jeu pour quelque chose qui va s'annoncer probablement comme un grand congrès de Vienne du Moyen-Orient, quelque chose où il faudra avoir pris des positions de force, même si elles apparaissent sans horizon extrêmement clair. Et l'Arabie saoudite est donc partout parce qu'elle est confrontée à une défaite en Syrie et à la victoire du camp chiite. Et il faut absolument tenir compte de cette nouvelle donne. Je vous remercie. Je pense qu'en effet, comme François Bujon de l'Étang l'a annoncé, nous aurons davantage d'occasions de reparler de la Syrie et du Liban que du Burkina Faso, par exemple, et peut-être avant nous tort. Et l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais précisément demander à François de bien vouloir ouvrir. Oui, moi je crois que courte évidemment pour les raisons que vous avez tous la compris. musique adoucissant les mœurs, je fais souvent des brèves musicales. Cette fois-ci, c'est une lecture que je recommande, mais Albin Michel a eu l'excellente idée de publier des inédits de Vladimir Jankélévitch sur la musique. Et pour tous ceux qui ont aimé l'enseignement de Vladimir Jankélévitch, tous ceux qui savent ce que la musique lui a apporté et a apporté à sa réflexion philosophique, tous ceux qui ont aimé la musique et les heures ou la musique et l'ineffable, qui sont à peu
près ce que l'on a écrit de meilleur, de plus intelligent sur la musique. Je recommande vivement ces textes, rassemblés donc sous le titre « L'enchantement musical », qui nous ramène la pensée, la présence de Vladimir Jankélévitch. Béatrice Gibelin. Moi, ce sera un film. C'est un film franco-algérien qui s'appelle « En attendant les hirondelles », qui est sorti il n'y a pas très très longtemps et qui révèle en 2 heures, en fait, l'état de la société algérienne au travers de 3 histoires différentes qui sont un peu reliées entre elles par, au fond, le sens général du film, la désillusion en attendant les hirondelles, c'est-à-dire l'espoir. Allez-y, c'est un beau film. En ce qui me concerne, je recommanderais un roman qui est paru chez Lana Levy, qui est même dans l'édition de poche de Liana Levy, roman d'Ernest Gaines, écrivain noir américain, qui s'intitule « Dites-leur que je suis un homme », qui est un concentré de description de la situation d'une communauté noire dans les années 60, au moment où les droits sont acquis, mais où ils ne sont en aucun cas et en très peu de lieux respectés, et où un noir condamné à mort, simplement parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment, se trouve en face d'un défi qui peut paraître étrange, qui est tout simplement le défi de mourir comme un homme, et toute cette communauté autour de lui le soutient dans cette entreprise. C'est un livre d'une retenue qui provoque une émotion extrêmement forte, sans doute parce qu'elle est fondée sur une description et un sens du détail très remarquable. Jean-Louis Bourlange. Oui, j'avais évoqué il y a quelques semaines le livre consacré, qui a eu le prix Renaudot, consacré au docteur Mengele. Et j'étais habité, je ne sais pas si je l'avais vraiment exprimé, par une espèce d'inquiétude. Cette façon de faire de l'histoire romancée, de restituer des conversations qui sont évidemment imaginées par l'auteur, me gêne en application du principe formulé par Paul Valéry, selon lequel le mélange du vrai et du faux est plus faux que le faux. Et je dois dire que j'ai pris, cette fois-ci, j'ai lu le prix Goncourt d'Éric Vuillard, L'Ordre du jour, qui se présente comme un récit, donc autour de l'Anschluss, et je l'ai abordé avec la même appréhension, avec l'idée que faire un récit sur quelque chose d'historique, c'était très délicat. Et en réalité, je dois dire que je salue vraiment la performance. Alors, il y a un bonheur d'écriture, je donne juste 2 lignes. Quand il parle des lois, il dit qu'elles sont méprisées, évidemment, tant pis pour les chartes, les constitutions et les traités, tant pis pour les lois. Ces petites vermines normatives et abstraites, générales et impersonnelles, les concubines d'Hammurabi, elles qui sont, dit-on, les mêmes pour tous, des traînées. C'est quand même très bien. Mais ce que je trouve, et ça que je veux dire, c'est que le récit chez lui permet vraiment de saisir la quintessence d'une situation. Je pense notamment au chapitre consacré à la visite de Halifax chez Göring. Le portrait d'Halifax, les nuances, etc., nous permet vraiment de saisir quelque chose de fondamental dans la complaisance d'une partie de la haute société britannique à l'égard de Hitler. Lionel Zinsou. Moi, j'évoquerais juste un moment qui a eu lieu hier, qui était la visite à Paris de Barack Obama et son discours dans le cadre d'un réseau social, les Napoléons, qui va faire début janvier à Val d'Isère et puis dans l'été à Arles, des sessions assez originales dans lesquelles on cherche à réunir des penseurs et à trouver de l'inspiration. Ça rassemble beaucoup de publicitaires, d'intellectuels, de sociologues. C'est un petit peu... C'est une médiatisation extraordinaire par des spécialistes des médias. Mais ce qui était intéressant, c'était au fond la figure iconique de Barack Obama. La musique, c'était au grand auditorium de Radio France. La musique de son discours, qui est absolument extraordinaire, et puis cette figure qui est devenue une sorte de conscience, au fond une star mondiale. Et comme on en parlait tout à l'heure, le président Macron sera-t-il un jour Barack Obama ? C'est intéressant de voir la fabrication d'une icône. Je vous remercie. Je vous signale que le prochain Esprit public en public, ce sera le dimanche 14 janvier, ici même, à l'école alsacienne. Mais d'ici là, nous continuerons bien entendu, une fois par semaine, à diffuser en podcast notre conversation hebdomadaire qui est préparée avec les élèves de la classe préparatoire à Sciences Po de l'école alsacienne, qui est distribuée par Nouvelles Écoutes, avec Julien Neuville à la production, et avec aujourd'hui, à la prise de son, Laurie Galligani. Merci à tous
et à bientôt, à la semaine prochaine, pour un nouvel Esprit public. Et merci à Christian Sory qui, pour l'école alsacienne, assure avec Laurie Galligani la prise de son et la sonorisation de cette émission. À la semaine prochaine.